Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. Donc nous souhaitons supprimer cet article. C'est une drôle de façon que de moderniser en créant une obligation de déclaration en ligne, en adressant un malus pour l'ensemble des personnes qui ne s'y plieraient pas. La déclaration en ligne peut être pour les personnes une source de complexification des démarches. En effet, au moment où la volonté présidentielle souhaite développer la 5G, l'ensemble du territoire n'a pas un accès facile à Internet qui n'a pas une zone blanche dans sa circonscription. Doubler cette obligation déclarative d'un malus est assez orwellien, donc nous allons donner un malus à la personne qui vit dans une zone blanche. C'est assez sympathique, ma foi, lorsqu'on pense en plus que toute autre démarche a été mise en place pour les entreprises en matière d'égalité salariale, parce que lorsqu'elles remplissent quelques conditions, elles bénéficient d'un bonus. Vous êtes en zone blanche, vous avez un malus, vous êtes employeur, vous faites bien, vous avez un bonus. Le caractère punitif des cotisations pose aussi une difficulté majeure. Comment inciter les personnes à déclarer correctement leurs revenus? Comment faire comprendre qu'il s'agit de salaires différés qui bénéficient à toutes et tous si on se sert de leviers punitifs? Vraiment, c'est quelque chose d'important. Tout le monde n'a pas Internet, tout le monde ne bénéficie pas d'Internet. Il existe des zones blanches dans notre pays. On ne peut pas obliger les gens à déclarer en ligne si tout le monde ne bénéficie pas simplement d'Internet. Merci. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, nous avons eu ce débat en commission. Madame Fiat, d'abord vous rappeler que l'obligation de dématérialisation n'étant rien contenue dans cet article, elle existe depuis 2015. Il s'agit simplement de simplifier les modalités déclaratives pour la MSA, en rappelant que la pratique de la dématérialisation est déjà largement partagée à plus de 85% par les agriculteurs et qu'elle ne soulève pas de difficultés ni pour ces agriculteurs ni pour les agences de la MSA qui sont elles-mêmes tout à fait attentives à la situation des déclarants le cas échéant. Donc un avis comme en commission défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, alors Madame Fiat, puis Monsieur Daréville. Merci Madame la Présidente. Donc à 85% ça fonctionne et donc à 15% ça ne fonctionne pas. À croire que peut-être que 15% des gens doivent vivre en zone blanche et que les 15% auront le droit à un malus. Je pense que ces 15% apprécieront, chers collègues, d'avoir un malus. Moi, personnellement, je ne souhaite pas que les 15% de ces personnes qui habitent en zone blanche aient un malus. Franchement, c'est vraiment irrespectueux de ces personnes, en sachant que de plus en plus de guichets physiques ferment. Merci Madame la Présidente. Je soutiendrai ces amendements et si les collègues ont déposé ces amendements, c'est bien parce que dans le projet de loi ont été définies les missions de la CNSA et ils ne font que demander une définition supplémentaire de la CNSA. Et donc, ils demandent que soit ajouté le reste à charge dans ces définitions. Donc, ils n'inventent rien. Donc, ne soyez pas étonnés. C'est bien parce que dans le projet de loi, vous avez défini les missions de la CNSA. Donc, pourquoi on pourrait parler de certaines missions et pas du reste à charge? Ça, c'est une problématique. Juillet 2017, je montais à cette tribune pour parler des EHPAD et de l'autonomie et d'autres établissements de santé d'ailleurs. On est quand même plus de 3 ans après. Mars 2018, un rapport a été rendu avec Madame Iborra et ça a été ma plus grande déception d'Agnès Buzyn, même s'il n'y a pas eu que celle-là, où la seule chose qui a été faite en 2 ans, c'est commander 2 autres rapports pour faire oublier le rapport Iborra-Fiat. On peut dire qu'une 5e branche a été créée. Mais s'il n'y a pas les fondations, s'il n'y a pas les décisions prises et de savoir quel argent on met, pourquoi en faire, ça ne sert strictement à rien. En attendant, il y a des gens, des personnes âgés qui s'occupent de leurs conjoints parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre leurs conjoints en structure adaptée. En attendant, il y a des actes de maltraitance institutionnelle qui ont lieu dans notre pays et en attendant, on refuse de parler de reste à charge parce que c'est pas le moment, c'est pas l'instant. Continuons à perdre du temps, c'est vrai, et personne ne souffre dans notre pays. Bien. Madame Fiat a la parole.
Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, un amendement, comme vous le savez, qui me tient vraiment à cœur. Nous demandons à ce que la CNSA ait pour rôle de concevoir des mesures permettant la mise en place d'un ratio minimal d'encadrement dans nos EHPAD. Je vous rappelle, mes chers collègues, et je vous l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, que les aides-soignants sont plus sujets aux troubles musculo-squelettiques que les ouvriers du BTP. C'est dire la difficulté du métier et c'est dire si leurs charges physiques sont importantes au quotidien. Mais il n'y a pas que la charge physique, il y a aussi la charge mentale. Passer d'une chambre à l'autre à toute allure pour déplacer des corps souvent meurtris sans même avoir le temps d'engager une conversation. Côtoyer la mort au quotidien, la douleur, l'extrême solitude. Nos EHPAD sont actuellement en grande difficulté de recrutement tant les candidates à ces postes difficiles manquent. Il faut impérativement que nous relevions le ratio de soignants au chevet des résidents en EHPAD si nous souhaitons sortir cette institution de l'horreur dans laquelle elle est plongée actuellement. Je vous demande donc tous de voter cet amendement, si vous pouviez tous le voter à l'unanimité, s'il vous plaît. Vous aviez voté le rapport Iborra-Fiat à l'unanimité d'ailleurs, où nous proposions un ratio. Actuellement, le ratio de soignants en EHPAD ne permet pas d'assurer aux résidents une toilette quotidienne intégrale, la prévention des escarres et un habillage soucieux de l'image corporelle du résident. Relever le ratio de soignants en EHPAD et le rôle de la CNSA, figure désormais tutélaire de la nouvelle branche autonomie. Je vous remercie de votre confiance. Merci, Madame la rapporteure. Oui, sur cet amendement, Madame Fiat, je connais votre engagement sur le sujet et le rapport que vous avez conduit avec Madame Iborra et qui rappelait combien le taux d'encadrement était finalement, je dirais, l'indicateur central, notamment sur les questions de bientraitance. Quand on parle de taux d'encadrement, vient évidemment tout de suite la question des moyens. Depuis la loi ASV, le gouvernement a mis en place un processus de convergence tarifaire des EHPAD, donc il y a un travail qui est engagé sur cette question de la convergence tarifaire. Par ailleurs, je tiens à signaler que ce PLFSS permet d'engager 250 millions d'euros supplémentaires pour augmenter le nombre de soignants auprès des résidents en EHPAD, ce qui correspond à la création de 5100 ETP, 5100 temps plein qui vont être créés dès l'année prochaine. Et encore une fois, la loi Grand Âge et Autonomie permettra de poursuivre cet effort. Et donc, à ce stade, c'est un avis défavorable. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame les députées. Alors, force est de constater votre implication très forte sur ce sujet, ô combien et avec beaucoup de sincérité. Alors, évidemment, on partage tous ici le désir d'augmenter l'encadrement dans les EHPAD. Mais je voudrais quand même pas vous laisser dire qu'on n'a rien fait. D'abord parce que depuis, et d'ailleurs que la ministre de la Santé précédente portait aussi, nous avons mis 720 millions sur la convergence tarifaire, ce qui n'est pas neutre. Ensuite, cette trajectoire ici que nous allons voter à travers la loi de financement de sécurité portera sur 300 millions supplémentaires en taux d'encadrement. Donc vous imaginez bien que ça va permettre, d'ailleurs la rapporteure vous le disait, 5100 équivalents temps plein. C'est un effort qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, donc je crois qu'on pourrait le souligner. Et puis, je crois quand même que les revalorisations salariales aussi dont nous parlons à travers le Ségur de la santé ne sont pas neutres, d'abord pour favoriser l'attractivité vers ces établissements et qui donc favorisera aussi le recrutement. Donc tout ça va dans le même sens. Nous partageons, croyez-le, cette ambition et nous connaissons parfaitement les difficultés des EHPAD et des domiciles actuellement. Donc c'est pourquoi nous axons fortement sur le Ségur de la santé, sur ces revalos salariales d'abord et ensuite, et je crois que ce n'est pas neutre quand même, les moyens que nous y mettons cette année. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour que tout le monde soit bien au clair, mon amendement demande de compléter l'alinéa 8, je cite, « À ce titre, elle conçoit les mesures à mettre en œuvre pour l'instauration d'un ratio minimal d'encadrement des résidents par le personnel soignant en EHPAD. » Mes chers collègues, je veux juste qu'on grave dans le marbre, aujourd'hui, 22 octobre, que tous ici sur les bancs, on ait pris en compte la demande, c'est-à-dire que la CNSA, qui devient la figure tutélaire de la 5e branche, prendra
en compte, on a parlé d'égalité, d'équité, prendra en compte le ratio minimal demandé par tous les soignants. Aujourd'hui, 22 octobre, sur les bancs, on prendra en compte ce qu'on réclame depuis 3 ans et un appel aujourd'hui, en plus en pleine crise sanitaire, où c'est vraiment dur pour les soignants, on pourra dire, je pourrais rentrer et dire à mes collègues, on l'a inscrit dans le PLFSS 2020, on a inscrit le ratio minimal enfin. Vraiment, ça mange pas de pain de voter cet amendement. Je vais pas vous dire pitié, mais vraiment, lisez l'amendement, appuyez sur le vote pour que la CNSA prenne les mesures nécessaires pour qu'enfin il y ait un ratio minimal, s'il vous plaît. Du scrutin. Nature du scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 92, exprimé 80, majorité 41 pour 28 contre 52. L'amendement n'est pas retiré.